session, la première du Conseil national de l'éducation. Elle s'est tenue aujourd'hui à Nouakchott sous la supervision du ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. Une visite, celle effectuée par le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement au centre Sava. C'était hier soir, le centre Sava se trouve dans la Mokhaba de Darnaï. Une célébration, celle de la journée nationale des handicapés, célébration hier sous la supervision de la MASEF, la ministre de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille. Voilà pour les principaux titres de votre journal et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi 1er juillet 2022. 22h que nous commençons par une diplomate satisfaite et qui apprécie les leaderships de notre pays dans le domaine de la sécurité régionale ou encore dans le domaine du traitement des questions des droits de l'homme, de la cohésion sociale ou encore de l'économie donc inclusive et diversifiée. On doit voir les images. Cette diplomate qui parle, c'est l'ambassadrice des États-Unis que vous voyez là-bas en bleu. Eh bien, elle parlait à l'occasion d'une réception qu'elle a offerte hier soir à l'occasion de la fête nationale de son pays. Et la diplomate a dit que le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, le président de la République, a introduit un programme ambitieux de réformes pour promouvoir l'inclusion sociale et fournir l'accès aux Mauritaniens aux services. Les États-Unis sont prêts à soutenir ces efforts de réforme, a-t-elle précisé, ajoutant que la coopération économique entre les deux pays va désormais s'étendre vu donc les potentialités offertes par le gaz offshore ou encore l'énorme potentiel de la Mauritanie en tant que producteur des énergies renouvelables. Et vous l'avez vu, la cérémonie s'est déroulée en présence d'une délégation gouvernementale conduite par le ministre de la Justice qui assure l'intérim de son collègue des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. Et ainsi qu'il y avait aussi le ministre de la Défense nationale et le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs. Voilà donc pour cette page diplomatique marquée par cette intervention de l'ambassadrice des États-Unis à l'occasion d'une cérémonie offerte à l'occasion de la fête nationale de son pays. Venons-en maintenant à la politique intérieure. Une politique intérieure qui commence par le pédagogique. Le pédagogique est marqué aujourd'hui par la session du Conseil national de l'éducation. C'est sa première session. Elle s'est tenue ce matin à Nouakchott, précisément au siège de l'IPN, l'Institut pédagogique national. Et c'était en présence du ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. Alors, sur quoi a été concentrée ou axée cette première session du Conseil national de l'éducation? Élément de réponse avec Melika Nakli. Cette première session du Conseil supérieur de l'éducation a été consacrée à l'examen du projet de loi d'orientation du système éducatif national avant de le soumettre au gouvernement et à l'Assemblée nationale. La rencontre présidée par le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, M. Mohamed Mel'ainin Ouleyi, porte-parole du gouvernement, a été l'occasion pour lui de situer les défis et enjeux. M. Mohamed Mel'ainin Ouleyi a mis l'accent sur la crise que vit l'éducation et aux défis à surmonter. Le ministre a rappelé la nécessité de la prise en compte de la réalité sur le terrain dans le règlement des problèmes. Tout comme il a souligné l'intérêt à identifier et à prendre en compte ce que nous voulons pour les générations futures et à savoir comment jeter les bases d'une école républicaine digne de ce nom et les voies et les moyens d'assurer le succès de la réforme. Le ministre de l'Éducation nationale a rappelé que l'éducation est une priorité pour le président de la République, un engagement qui s'était fixé dans son programme électoral Ta'ahudati. Le président du Conseil supérieur de l'éducation, M. Ba Othman, a tout d'abord félicité les membres du Conseil pour la confiance que leur accordent les hautes autorités du pays dans l'accomplissement de leurs tâches nobles et complexes, en l'occurrence exprimer leur avis sur les politiques éducatives.
Le président du Conseil a affirmé l'attachement du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani, aux valeurs de la République et de ses institutions, notamment l'école républicaine, qui est à la base de son programme Mes engagements. Il a ajouté que l'attribution de la réforme du système éducatif à un secteur ministériel et la création du Conseil supérieur de l'éducation sont des preuves tangibles du sérieux de la réforme du secteur. Cette première session du Conseil supérieur de l'éducation s'est tenue à l'Institut national de l'éducation de Nouakchott. Voilà, elle s'est tenue donc à l'IPN, l'Institut pédagogique national, cette première session du Conseil national de l'éducation, c'était aujourd'hui. Il était axé, Melika Nakli vient de nous le dire, était axé sur donc, le projet de loi d'orientation du système éducatif avant d'être soumis au gouvernement et au Parlement. Et c'était une session qui était supervisée par le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. Son collègue de la culture, de la jeunesse, des sports et des relations avec le Parlement, lui était en visite, et cette fois c'était hier, dans la Muqata'a de Dar Naïm, Nouakchott Nord. Là-bas, il a visité un centre, donc le centre Sava. Précision sur cette visite et sur ce centre avec Mohamed Khattat. C'est une visite de terrain qu'effectue le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Khatar Ould-Cheibani, au centre de réinsertion des filles victimes de décrochage scolaire à Nouakchott, comportant différents ateliers de formation, notamment dans les domaines des médias, de la couture, de l'agriculture, de l'informatique, de la nutrition, des langues et autres travaux générateurs de revenus. 6 à Dar Naïm, dans la wilaya de Nouakchott Nord, ce centre contribue à renforcer les capacités de nombreuses filles victimes de décrochage scolaire, à les autonomiser par l'acquisition d'expériences de terrain et à les former dans plusieurs domaines de spécialisation. Ici, le ministre a suivi des explications détaillées relatives à la stratégie générale du centre, avant de prendre la parole et rappeler que le centre est construit en coopération entre la commune de Dar Naïm, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et le gouvernement français, et qui représente un édifice multidimensionnel dans l'orientation, l'encadrement et la prise en charge des filles grâce aux efforts de tous les partenaires qui ont contribué à sa création. Lui, emboîtant le pas, le représentant de l'UNICEF, M. Marc Lucet, a insisté sur la pérennité des centres qui en est à sa 2e année et a déjà profité à 1800 filles de Dar Naïm, affirmant qu'il faut consolider cette réussite et veiller à l'insertion des filles qui y sont formées. On va dire créer un environnement pour les jeunes filles les plus défavorisées, les jeunes filles hors de l'école, les jeunes filles hors de l'emploi, et pour leur donner une nouvelle chance. Et je pense que véritablement, ce modèle est un modèle qui mérite que l'on y réfléchisse, qui mérite qu'on l'appuie, qu'on le pousse, et qui devrait exister, et qui devra exister, je l'espère, ailleurs en Mauritanie. À son tour, l'adjointe au maire de la commune de Dar Naïm, Mme Aïcha Mohamed Lamine Ould-Jedemou, a précisé que plus d'1 millier de filles ont jusqu'à présent bénéficié des formations de ce centre et qu'elles ont par la suite pu s'engager dans un travail générateur de revenus. C'est dire que le centre offre de meilleures perspectives d'emploi à ces jeunes filles issues de milieux modestes à travers un apprentissage professionnel et l'espoir d'un travail pour gagner dignement leur vie. Un centre donc au profit qui aide les filles victimes de décrochage scolaire dans le cadre de ces différents ateliers pour leur insertion dans la vie active. Et cette visite du ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, ça c'était donc hier jeudi 30 juin, c'était, vous le savez, la journée nationale des handicapés. Une journée célébrée donc au cours d'une cérémonie organisée par le MASEF, le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, et supervisée par la ministre en personne. Alors, que vise justement cette journée? Élément de réponse avec Bokar Baïleba. La journée nationale des personnes handicapées vise la promotion des droits et le bien-être de ce groupe dans toutes les sphères de la société, accroître la sensibilisation à leur situation particulière dans tous les aspects de la vie politique, sociale, économique et culturelle. Dans l'allocution prononcée à cette occasion,
La ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille, Mme Safia Mintaha, a souligné que la protection et la promotion des personnes handicapées est l'un des axes importants du programme Tahoudati du président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, pour consolider les valeurs de fraternité, de justice et d'équité. Elle a ajouté que les 3 années passées du mandat du président de la République ont démontré la détermination à œuvrer pour la promotion de cette catégorie de la société, notant que le président de la République a réaffirmé sa volonté de promouvoir leurs droits et leur équité et leur permettre de participer efficacement au processus de construction nationale, qu'il s'agisse d'éducation spécialisée, de financement de projets générateurs de revenus ou de formation. À son tour, le président de la Fédération des associations nationales de personnes handicapées, l'Habous L'Aïd, a indiqué que la création de projets pour les personnes handicapées, la promotion de l'emploi, ainsi que les interventions en espèces gratuites et la distribution de denrées alimentaires à ce groupe sont les plus grandes preuves des programmes de développement du pays. Pour l'UNICEF, cette journée est l'occasion d'attirer l'attention sur la nécessité de promouvoir les droits des personnes handicapées. Cette journée est l'occasion de réaffirmer certains principes de base. Parmi ceux-ci, le principe central des droits de l'homme: tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Le respect de cette dignité, due à chaque personne, en situation de handicap ou non, implique la reconnaissance de droits fondamentaux, comme évidemment l'éducation ou l'accès au travail et bien d'autres encore. Cette journée de célébration nous engage ensemble à bâtir une société inclusive où toutes et tous peuvent se développer et mettre à profit leurs capacités. Grâce à la conjugaison des efforts de la société civile, grâce au pouvoir public, grâce également à l'appui des partenaires techniques et financiers, des résultats ont été réalisés en matière de lutte contre les stéréotypes et les attitudes négatives concernant les personnes vivant un handicap. Et des progrès ont été enregistrés dans tous les domaines de la vie: santé, école, emploi, prise de décision, sport et loisirs. L'événement a donné lieu à la distribution de la carte pour les personnes handicapées, des assurances maladie pour 200 personnes et l'inauguration d'une salle informatique. Et à ce sujet, des explications détaillées ont été données à la délégation sur les tenants et aboutissants de ce dispositif, ainsi que le contenu des formations qui y seront dispensées aux apprenants. La délégation a été également édifiée sur les procédures de plusieurs services destinés aux personnes handicapées. Créer des opportunités donc d'emploi en faveur des personnes handicapées et garantir leur insertion dans la vie active, voilà c'est sous ce thème qu'a été organisé hier, célébré hier, la Journée nationale des handicapés, une cérémonie qui était présidée, je le rappelle, par la MASEF, la ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille. Maintenant, on va s'intéresser à l'actualité parlementaire avec des images qu'on doit voir maintenant. Voilà, ce sont les images de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, donc au cours de sa réunion d'aujourd'hui. Une réunion donc consacrée à l'examen du projet de loi sur la biosécurité, et cela à la lumière d'un exposé présenté devant les membres de la Commission par la ministre de l'Environnement et du Développement durable. L'occasion pour la ministre donc de parler de ce projet qui traite des arrangements relatifs aux OGM, autrement dit les organismes génétiquement modifiés, c'est-à-dire leur importation, leur commercialisation, leur exportation, l'assurance de leur transit ou encore de leur utilisation dans un environnement donc fermé. Voilà pour ce projet de loi donc sur la biosécurité qui était examiné aujourd'hui par la Commission des affaires économiques
de l'Assemblée nationale, un projet défendu donc par la ministre de l'Environnement et du Développement durable. Merci de suivre les JTF de Mauritanie à la suite du journal avec d'abord 3 rencontres, une à Sélibabi, l'autre à Kaïdi et la troisième à Kifa. Celle de Sélibabi, c'était un atelier pour le lancement justement des activités des caravanes de la paix, de la citoyenneté et de la cohésion sociale. C'était aujourd'hui à partir de la capitale du Guidi Maha. C'est des précisions avec notre correspondant permanent là-bas, Abdellah Souvi, compte rendu revient en français par Bokar Baïleba. L'atelier a regroupé les maires du Guidi Maha et les acteurs des réseaux et organisations de la société civile. Objectif, promouvoir et diffuser la culture de la paix et consolider la cohésion sociale. Dans l'allocution prononcée à cette occasion, le Wali Moussaïd de Guidi Maha, Mohamed Ali Soilim, a indiqué que cette rencontre, dans sa dimension stratégique, est liée à la promotion de la citoyenneté et de la concorde sociale. Il a souligné que l'approche adoptée par les organisateurs de cet atelier est une condition nécessaire à la réalisation des programmes de développement auxquels les pouvoirs publics attachent une importance particulière à l'esprit de fraternité, de concorde et d'ouverture. De son côté, le président du conseil régional du Guidi Maha, Issa Koulibaly, a appelé les participants à tirer le meilleur parti des travaux, soulignant l'importance des sujets abordés tels que la promotion de la citoyenneté, la consolidation de la cohésion sociale et la diffusion de la culture de la paix comme condition nécessaire au développement. Quant au maire de Sélibabi, Mohamed Val Mekhal, il a exprimé ses remerciements au nom des habitants de la commune au pouvoir public pour cette belle initiative qui incarne l'unité nationale et la cohésion sociale. Les élus, eux aussi, n'ont pas manqué de louer l'organisation de ces caravanes de la citoyenneté, la cohésion sociale et de la paix. Et les participants, scindés en plusieurs groupes, ont fait le tour d'horizon des mécanismes à mettre en œuvre pour renforcer l'unité nationale et promouvoir l'esprit de citoyenneté. Le lancement de ces activités, de ces caravanes de la citoyenneté, de la cohésion sociale et de la paix, c'était ce matin à partir de Sélibabi, la capitale du Guidi Maha. Ça, c'était la première rencontre. La deuxième rencontre a pour cadre Kaïdi, la capitale du Gorgol. Et là, il s'agit également d'un atelier, mais de la cérémonie de clôture d'un atelier organisé dans le cadre de la coopération entre notre pays et le commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. Précision avec notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Ali Saleh, compte rendu revient en français par Mohamed Khattat. Les rideaux sont tombés à Kaïdi après 3 jours de débats et de discussions sur l'atelier de sensibilisation des autorités administratives, judiciaires et sécuritaires, ainsi que les imams et la société civile opérant dans le domaine des droits de l'homme au niveau de la wilaya du Gorgol, quant aux textes législatifs, réglementaires et les conventions internationales relatives aux droits de l'homme. L'occasion pour le wali du Gorgol, M. Ahmed Nour Sidbe, de rappeler que l'atelier de dialogue communautaire relatif aux droits de l'homme a permis d'échanger et de discuter les différentes questions relatives aux droits de l'homme, les droits et les devoirs de l'individu, les textes les plus importants des textes réglementaires et les rapports entre le citoyen et l'administration, sachant que le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, tient à rapprocher l'administration du citoyen pour qu'il puisse facilement soulever ses problèmes et exprimer ses préoccupations. L'atelier a été marqué par une intervention de la représentante du Haut-Commissariat aux droits de l'homme qui s'est félicitée de la pertinence des débats et des échanges entre les participants et les experts avant de saluer les réalisations de la Mauritanie visant à promouvoir et à protéger les droits de l'homme. Et ça, c'était donc cet atelier de sensibilisation sur le dialogue social et les droits de l'homme qui vient de se tenir à Kaïdi, la capitale du Gorgol. Troisième atelier, cette fois, il se déroule à Kifa et on doit voir ces images. Oui, voilà, atelier donc qui se déroule à Kifa, qui est organisé par la délégation régionale de l'élevage au profit des délégués régionaux de la Saba, de Dohod et du Tagan, ainsi que des chefs de services régionaux de l'élevage
dans ces deux ou dans ces différentes wilayas. Ateliers qui visent à redynamiser des guides de suivi et d'évaluation axés donc sur le projet régional de soutien du système pastoral au Sahel. Voilà donc cet atelier organisé donc par la délégation régionale de l'élevage au niveau de la Saba au profit d'autres délégués régionaux dans 4 wilayas. Et nous allons poursuivre notre voyage à l'intérieur du pays, cette fois beaucoup plus à l'est, puisqu'on va se rendre au Hod Sharqi et précisément dans la Muqata'a de Walata, cette Muqata'a dont plusieurs agriculteurs et regroupements villageois ont bénéficié et bénéficient toujours de matériel agricole, dont du Conseil régional et de la délégation régionale de l'agriculture au niveau du Hod Sharqi. Reportage de notre correspondant permanent là-bas, Baibiri, compte rendu revu en français par Abdoulaye Demeba. Le président du conseil régional du Hod Sharqi s'est déplacé au sein de certaines localités de Sédoulaya, particulièrement au niveau de la Muqata'a de Walata. Il a dans ce cadre sensibilisé les habitants la nécessité de s'adonner à la culture de la terre. Ce déplacement s'est tenu en présence du coordinateur régional de la délégation régionale de l'agriculture de Sédoulaya. Le président du conseil régional du Hod Sharqi a affirmé que cette visite s'inscrit dans le cadre de la politique du gouvernement, particulièrement de la volonté du chef de l'État de promouvoir la culture de la terre. Il a ensuite souligné que cette année est une année par excellence dédiée à la promotion de ce secteur. Il a enfin déclaré, après concertation avec la coordination régionale de l'agriculture, ils ont décidé d'offrir du matériel agricole pour améliorer les conditions de travail et booster la production des cultivateurs. Le coordinateur régional de l'agriculture du Hod Sharqi a quant à lui déclaré que cette visite au niveau du barrage d'Aouder a été une opportunité de rappeler les efforts qui ont été fournis pour un bon déroulement de cette campagne. Il a aussi indiqué que ces équipements qui ont été remis aux agriculteurs sont très utiles, particulièrement dans le cadre des travaux champêtres. Du matériel agricole donc au profit des agriculteurs et des groupements villageois donc au niveau de la Muqata'a de Walata. Cela se passe au Hod Sharqi et c'est du matériel qui est un don du conseil régional et de la délégation régionale de l'agriculture au niveau de cette wilaya. Donc, l'agriculture, on y reste encore un instant, cette fois pour parler du rôle des femmes dans la riziculture. Et cela nous amène au Trarza. Et c'est un reportage de Ahmed Oulindamar, compte rendu revu en français par Bokar Bailaba. Les femmes assument une multitude de rôles dans le milieu agricole. Des rôles essentiels au bien-être de la famille et de la société. Ici, dans les périmètres agricoles à Rosso, les femmes s'activent beaucoup dans la chaîne de production du riz. De la moisson jusqu'à la distribution, en passant par le décortiquage et le calibrage. Elles travaillent sans relâche pour contribuer à la sécurité alimentaire. Au marché de Rosso, le fruit de leurs efforts est très visible. Ce sont ces sacs remplis de cette céréale tant prisée et convoitée car elle entre dans le menu alimentaire de notre société. Et elles sont fières de se retrouver ici pour écouler ce produit. Ainsi, cette femme affirme que le riz écoulé ici est un produit local qui réunit plusieurs qualités, propreté, goût recherché et pas difficile à cuire. D'autres femmes affirment que les prix du riz local sont abordables. De 8h à 16h, elles ne quittent pas des yeux leur sac de riz. Et quand les clients se présentent pour effectuer des achats, alors elles n'hésitent pas à mettre en avant l'aspect local de la production de cette céréale. Ensuite vient le moment de négocier les prix comme c'est d'usage dans notre contrée. Pour ce client, le riz écoulé ici est de grande qualité. C'est aussi une céréale très prisée. En d'autres termes, l'origine du riz ne se prête à aucun doute. Très investies et dévouées dans leur rôle de mère, ces femmes se sacrifient pour le bien-être de leur famille et de la société. Et le constat est évident, renforcer les droits de la femme constitue un moyen essentiel pour améliorer le bien-être familial et la sécurité alimentaire.
Les femmes et leur rôle dans la riziculture, un rôle de plus en plus important, vous l'avez constaté donc dans ce reportage de notre bureau régional de Rosso. Après l'agriculture, la pêche, autre mamelle importante de notre économie nationale. Après la pause biologique, eh bien, l'heure est à la reprise au niveau de la pêche artisanale à la grande satisfaction de tout le monde. C'est un reportage de notre correspondant permanent à Nouadhibou, Abdallah Zouber, compte rendu revient en français par Mohamed Khattat. Après un arrêt biologique de près de 2 mois, les préparatifs pour l'ouverture de la nouvelle saison de la pêche artisanale sont terminés dans la baie de Repos. Toutes les mesures organisationnelles et sécuritaires ont été prises afin d'assurer le démarrage des activités dans de bonnes conditions. Selon ce responsable de la capitainerie de l'établissement portuaire de la baie du Repos, tous les services travaillent 24/24, notamment la capitainerie, la protection civile, l'entretien, la maintenance et bien d'autres comme l'accostage pour garantir la réussite de cette reprise de la pêche traditionnelle. Même son de cloche est le président de la Fédération de la pêche artisanale qui se félicite des mesures d'accompagnement pour assurer le bon démarrage de cette saison sur laquelle des milliers de pêcheurs traditionnels fondent de grands espoirs. Il y a, a-t-il dit, plus de 6 000 pirogues, soit plus de 40 000 pêcheurs qui prennent la mer pour pêcher la sèche ou le poulpe. Les conditions sont excellentes et le Wali nous a rassurés au sujet du ravitaillement en carburant. Les pêcheurs artisanaux ont aussi loué les préparatifs et les mesures organisationnelles. Certains faiseurs de petits métiers comme le transport du matériel vers les pirogues, se réjouissant de faire de bonnes recettes à l'occasion de la reprise de la petite pêche. Et ça, c'était donc la reprise de la pêche artisanale après une pause biologique d'environ 2 mois, une reprise, vous l'avez vu, bien préparée. Nous poursuivons notre voyage dans le nord en direction maintenant du Tiris Zemmour et précisément de la ville de Fdérik, cette ville dont le centre de formation technique et professionnelle vient de faire sortir sa première promotion. Et cela mérite bien une cérémonie et la commune de Fdérik n'a pas hésité une seconde de préparer justement cette cérémonie. C'est ce qu'a constaté notre correspondant permanent là-bas, Mokhtar Baba Ahmedou, compte rendu revu en français par Abdoulaye Demeba. Après 6 mois de formation, les élèves du centre de formation technique et professionnelle de la commune de Fdérik ont reçu leur parchemin. Cette cérémonie de sortie de promotion couronne ainsi les élèves de cette première promotion d'apprenants issus de cette structure de formation professionnelle. Le hakim de la Muqata de Fdérik a apprécié les efforts qui ont été fournis par les apprenants, ce qui, dit-il, a abouti à cette consécration. Il a félicité les récipiendaires ainsi que les instructeurs qui ont joué un rôle important dans la formation des élèves. Le maire de Fdérik a salué les récipiendaires qui se sont illustrés. Il a ainsi déclaré que le premier de cette promotion va intégrer l'équipe municipale de cette ville. Grâce à cette formation, 50 ressortissants issus de cette cité sont prêts à intégrer le marché de l'emploi. S'exprimant au nom des sortants, ce récipiendaire a remercié tous ceux qui se sont impliqués et ont joué un rôle important dans le cadre de leur formation. À la fin de cette cérémonie de sortie de promotion, les élèves ont reçu leur diplôme des mains des responsables présents à cette cérémonie. Voilà donc pour la sortie de cette première promotion du centre de formation technique et professionnelle de Fdérik au Tiris Zemmour. Ça, c'était hier soir et c'est sur la sortie de cette promotion que se termine ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes à l'IP1, l'Institut pédagogique national, qui a abrité aujourd'hui la première session du Conseil national de l'éducation axée sur le projet de loi d'orientation du système éducatif avant sa soumission au gouvernement et au Parlement. Ici, nous sommes dans la Muqata de Dar Naïm avec la visite au centre Sava donc, hier effectuée par le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement.
Ici, c'est la célébration de la journée nationale des handicapés célébrée hier. Cérémonie organisée par le MASEF, le ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille. Ça, c'est le rappel des titres. Et comme d'habitude, toujours après le journal, je rappelle également les mesures préventives et la nécessité de la vaccination comme arme, donc meilleure arme pour se prémunir contre la Covid-19, car cela devient de plus en plus nécessaire avec la recrudescence des cas positifs de la Covid-19. Les services de santé compétents du ministère de la Santé ont enregistré ces dernières 24 heures plus de 150 nouvelles infections à la Covid-19. D'où donc l'importance de respecter les mesures préventives et de se faire vacciner. Ce sont des gestes très simples qui ne demandent pas beaucoup d'efforts, sinon la volonté de les appliquer. Et pourtant, ce sont des gestes qui permettent de sauver des vies. Votre santé est entre vos mains. Prenez soin de vous pour vous préserver et préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproches. Et tous vaccinés, tous protégés. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine. Et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, demain, je l'espère, avec une gorge un peu plus dégagée, sinon plus dégagée, à la même heure, 22h. Bonsoir.